Vous êtes sur El Maralibiya. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page YouTube, la page Facebook, likez, partagez, commentez. Vous pouvez revoir tous vos programmes. Nos invités sur le plateau, Abdelaziz Oudali, bonsoir, cher ami, consultant, militant politique. Merci d'être là ce soir. Merci pour l'invitation, Chaban. Journaliste militant politique de longue date, un grand connaisseur de la géopolitique, notamment algérienne. Journaliste militant politique, Iskandar Dbache, bonsoir. Bonsoir, Chaban. Merci à tous les deux. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci infiniment pour votre présence. Donc, diplomatie algérienne, c'est le titre de l'émission. Alors, est-ce qu'on parle de stratégie ou est-ce qu'on navigue à vue en Algérie? On va revenir dans le cadre de cette conjoncture qui devrait s'annoncer, qui doit s'annoncer favorablement avec cette crise géostratégique. Depuis le 24 février, notamment 2022, la Russie est entrée en conflit avec l'Ukraine, ce qui a suscité énormément de questions, notamment autour des énergies, autour des hydrocarbures. L'Algérie, à 50 minutes de l'Europe, à 50 minutes de Marseille, notamment dans le sud-est de la France, est peut-être la mieux placée, avec aussi ses énergies en termes d'hydrocarbures, de gaz, d'électricité. Il y a aussi le soleil, il y a aussi le vent. L'Algérie est une réelle puissance, mais est-ce qu'aujourd'hui son pouvoir a les capacités, a le savoir, notamment de mettre toutes ces énergies, toute cette capacité que possède ce grand pays, le plus grand pays d'Afrique du Nord, dans une logique de développement, une logique de stratégique, ou est-ce que le pouvoir algérien aujourd'hui n'a pas les capacités, ou est-ce qu'il navigue à vue en termes de diplomatie, est-ce qu'il est dans cette logique de pouvoir, c'est-à-dire toujours ramener notamment les intérêts vers la gouvernance, donc vers ce pouvoir qui est là maintenant depuis plusieurs années, le nouveau pouvoir du président de la République Abdelmadjid Tebboune, mais derrière déjà il y a quelques années. On se souvient aussi d'Abdelaziz Bouteflika qui avait dit clairement qu'il allait remettre l'Algérie sur la scène internationale. Le nouveau président Abdelmadjid Tebboune l'a dit aussi clairement. Est-ce que l'Algérie aujourd'hui se situe notamment parmi les plus grands pays? Plusieurs questions qui se posent ce soir. Les relations avec l'Italie, avec l'Espagne et la France, où ça se passe pas trop mal actuellement, mais tout de même, on peut parler de crise tumultueuse, notamment l'affaire Amira Bouraoui qui a créé du côté algérien, puisque l'ambassadeur n'est toujours pas revenu à Paris. Donc on va essayer de comprendre où est ce pouvoir algérien dans ses relations, notamment avec la Russie, entre autres, et aussi l'Angleterre. Pour commencer, on va regarder cette image, messieurs, ensemble. Il y a quelques heures, le président Emmanuel Macron, c'est Le Monde qui, mais la presse en a parlé. Emmanuel Macron au Gabon, aujourd'hui donc, il dit clairement que l'ère de la France-Afrique est révolue. Mais messieurs, pour commencer, deux minutes là-dessus, puisqu'on va parler des relations, bien évidemment, entre le pouvoir algérien et tous ces États, notamment européens. Mais il y a aussi cette France-Afrique qui existe. Abdelaziz Oudali, quand le président dit clairement que cette France-Afrique est révolue, que pour lui c'est du passé. On connaît quand même cette sorte de mainmise, notamment ce grand pays colonisateur qu'est la France. Comment vous réagissez à cette annonce qui n'est pas rien tout de même? On ne va pas centrer sur Macron, mais il s'agit de verrouillage des puissances actuelles. Quand un verrou saute, ils essayent d'en placer un autre. C'est-à-dire qu'il y a une hégémonie. Pour parler de géostratégie, moi je voulais d'abord commencer par le commencement, les problèmes géostratégiques et les facteurs qui leur sont liés, territoriaux, de voisinage, donc de géographie, mais aussi commerciaux, de partenariats, d'accords, de présence d'une communauté. On va y venir, on a le temps. Je voulais juste vous faire réagir. Par rapport à cela, heureusement, j'ai envie de dire, vous entendez bien, je dis quand même la posture que j'ai et celle de LFP, à la Fondation pour l'Algérie. Vous vous souvenez, quand il y a eu la lettre pour Macron, nous n'avons pas été signataires de cette lettre parce que nous avons une autre posture sur la souveraineté et sur les relations entre États. Donc, heureusement que dans les 4 escales prévues par Macron, il n'y a pas Alger.
Une réaction à Iskandar Debache, président français, qui dit que la France-Afrique, c'est fini, c'est révolu, on vit dans un autre temps. Ça veut dire que... Je pense que c'est juste une annonce. La France-Afrique n'est pas... L'ère de la France-Afrique n'est pas révolue pour autant. Parce que la relation, elle perdure encore avec les pays de la CEDEAO, dont le Gabon, et il dit ça depuis le Gabon, ce qui prête à sourire. Quand on connaît la nature des relations entre la France et le Gabon, je crois qu'on a vite compris. Mais bon, maintenant certains pays ont opté pour changer de registre et ont opté pour appeler à une société de sécurité comme Wagner. Wagner, elle est là pour quoi? Elle est là pour empêcher, c'est-à-dire un scénario, un remake du scénario ivoirien au Mali et notamment dans quelques autres pays d'Afrique, comme le coup d'État qui a coûté le pouvoir à Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui était absolument qui était absolument anarchique. C'était du n'importe quoi. C'est-à-dire c'était un abus absolument manifeste contre le président d'un État souverain. Rappelons que Gbagbo avait été élu, contré par une opposition qui était là, et porté au pouvoir par ses compatriotes. Mais malgré ça, il a fait l'objet d'un coup d'État absolument ignoble. Ça, c'était la France-Afrique. Maintenant, Wagner est au Mali pour éviter justement le remake de ce genre de scénario. Éviter que certains États prennent ce genre d'initiative contre un pouvoir souverain. Voilà, c'est une réaction là-dessus peut-être. Oui, je vous en prie. Vous avez compris que je ne voulais pas trop développer sur ce registre sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, que ce soit Wagner, que ce soit la France actuelle, que ce soit d'autres. Nous sommes pour la souveraineté des peuples d'Afrique et leur indépendance totale. Oui, le but c'est pas de prendre parti, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que tous les peuples d'Afrique sont souverains? Est-ce que réellement... Emmanuel Macron ne peut pas dire effectivement on a une main mise, je préfère que vous en donniez quelques éléments, mais est-ce que réellement c'est possible? Est-ce que vraiment ces pays d'Afrique, par exemple, sont souverains, sont totalement libérés? Le constat déjà, c'est qu'il y a plus de 4000 soldats français en Afrique, répartis sur 4 ou 5 pays. C'est bien cela, hein, ça doit être ça. Hein. Et en plus des services et de toute justement ingérence mal placée. Et je rappelle que j'avais sommairement résumé cela sur les verrouillages des puissances, comme c'est le cas de la France pour l'Afrique. Messieurs, on va écouter ici l'ancien ambassadeur qui a vécu quand même 7 ans en Algérie. C'est surtout pour entendre cette définition. Lorsqu'il s'agit d'un autre pays, il relève de la politique étrangère, extérieure, mais lorsqu'il s'agit de l'Algérie, c'est de la politique intérieure et c'est de la politique étrangère entre ces deux pays. J'aimerais que, voilà, dans quelques minutes, on essaye aussi de revenir, parce qu'on va en parler. On va parler bien évidemment du président français actuel, du président Tebboune actuel et des relations qu'il mène. Je disais tout à l'heure que l'Algérie, c'est de la politique intérieure française, mais la France, c'est de la politique intérieure algérienne. Et donc, c'est bien commode, bien pratique pour les dirigeants algériens de trouver un bouc émissaire. Pour nous, c'est la Banque mondiale ou l'Union européenne, mais pour l'Algérie, c'est l'ancien colonisateur qui n'a pas fait ce qu'il fallait, qui a fait une mauvaise colonisation, qui ne s'est pas excusé après la décolonisation, qui est parti avec les plans de ceci, avec les archives de cela. Donc c'est bien commode d'expliquer les échecs et les difficultés du pays par l'ancien colonisateur. Une réaction sur ce que vous venez d'entendre. Vous souriez, Abdelaziz Dali. Il nous appartient de ne pas donner opportunité à tout personnage de parler de l'Algérie de cette manière. Quand l'Algérie sera libre, démocratique, quand il y a ce véritable basculement, quand il y a liberté, quand il y a transparence, l'Algérie est portée et de tels personnages ne pourront pas s'exprimer. Ce qui est soumis à débat peut-être
excusez-moi, ce qui est soumis à débat en l'entendant, c'est qu'il dit que quand il s'agit de l'Algérie, c'est aussi de la politique intérieure. Vous savez, entre l'Algérie et la France, c'est une très vieille histoire d'amour. Hein. C'est je t'aime moi non plus, comme on a l'habitude de le dire. Mais c'est aussi c'est-à-dire sous certains points de vue, sous certains points de vue, la France est devenue un peu le bouc émissaire facile et commode pour certains dirigeants algériens. Il est très facile de dire, voilà, c'est le colonisateur qui a fait ceci, qui a fait cela, c'est à cause du colonisateur. Moi, j'ai très souvent entendu cette formule. Très souvent entendu cette formule. Et qui ne prête pas à sourire, qui est plutôt dramatique. Vous voulez dire par là que c'est quoi? Ce sont ces pouvoirs qui s'accumulent depuis 1962, qui se dédouanent de décennie en décennie? Pratiquement toujours dédouanés, c'est-à-dire en se servant du même prétexte. C'est la colonisation, c'est qui a fait ceci ou qui a fait cela. Alors que la colonisation, là, elle aurait dû être oubliée déjà depuis l'indépendance et qu'on se mette au travail et voilà. Messieurs, entrons, on va dire, dans le vif du sujet. L'Algérie aujourd'hui, puissance, le vent, le soleil, les terres, les hydrocarbures, le pétrole, le gaz, l'électricité, dans cette conjoncture malheureuse, mais qui devrait être favorable à l'Algérie, je le disais en introduction tout à l'heure, à une poignée de minutes de l'Europe, de l'Italie, de l'Espagne, de la France. Où se positionne dans les grandes lignes ce pays, le plus grand d'un pays d'Afrique du Nord, avec ces pays que je viens de citer? L'Algérie, est-ce que pour ces pays, on parle de va-et-vient, de limousine, en tout cas il y a le balai de tous ces États qui viennent en Algérie maintenant depuis plusieurs mois. Réellement, l'Algérie, est-ce qu'elle a des intérêts? Est-ce que se positionne en tant que puissance? Ou est-ce que c'est vraiment la caverne d'Ali Baba pour ces États qui viennent au palais, on se sert et on repart? Nécessairement, l'Algérie est dans ce monde et il y a relation, donc il y a problème stratégique et donc il y a des facteurs qui sont inhérents à cela. Je citais de façon exhaustive la situation géographique et le voisinage, la situation historique aussi et de relations avec notamment et en particulier avec la France, mais aussi avec l'Espagne et l'Italie pour aller au-delà de la mer. Mais il y a aussi les relations de partenariat et les relations d'accord, notamment par exemple l'association avec l'Union européenne. Maintenant, quand je disais que pourquoi on donnait occasion à d'autres, donc notamment l'ex-ambassadeur qui fait partie des services français aussi, et lequel vient donner des leçons, ça nous fait mal quand même quelque part. Sauf que au-delà de cela, le problème, c'est que pour ce genre de relations et d'accords qu'on a avec l'Union européenne, ce n'est pas sain. Nous n'avons pas des relations convenables avec l'Europe. Nous n'avons pas du tout de relations convenables avec la France. C'est-à-dire ? Les relations convenables, j'ai soulevé ce point, y compris avec au sein de l'Assemblée nationale française, parce que nous sommes militants, nous sommes porteurs de l'Algérie indépendante qui regarde vers le futur. Mais pour tourner la page du colonialisme, c'est oui, sans démagogie, sans faire ce que les différents tenants du pouvoir en Algérie depuis l'indépendance et qui continuent jusqu'à maintenant, de façon démagogique, à tout renvoyer sur la colonisation. Les Algériennes et les Algériens aspirent à un progrès, à vivre dans un pays libre et démocratique. D'ailleurs, libre et démocratique donne du poids à l'Algérie, donne de la crédibilité, donne par la légitimité, notamment quand il s'agit d'un président élu démocratiquement et qui a l'appui du peuple algérien, ça lui donne toute l'attitude pour représenter l'Algérie. Parce que dans les intérêts qu'elle a l'Algérie, il y a beaucoup à dire. Peut-être que vous vouliez d'abord réagir. Hein, oui, question précise vraiment.
Voilà, je réitère un peu ma question, elle est très précise. L'Algérie, aujourd'hui, et son pouvoir, on voit les Algériens qui regardent leur télé parce que le NTV, il va de tout cœur. On voit des hauts dirigeants tous les jours, des ministres aussi se déplacer depuis plusieurs mois. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, dans les futures années, est-ce que réellement le pouvoir est dans une logique d'intérêt? Est-ce qu'elle a les capacités, le savoir-faire? Est-ce que sa gouvernance a vraiment les capacités de se dire on a tous ces pays qui viennent nous voir? C'est dans une logique de développement pour le pays, de développement pour ses générations. Il y a une réelle stratégie, ou est-ce qu'on est encore une fois, malheureusement parce qu'on voit le pays, les difficultés, on en parlait encore hier soir sous un autre angle, est-ce que c'est dans une logique plus de pouvoir? Comment elle se positionne cette Algérie aujourd'hui alors qu'elle a tout à gagner? La position de l'Algérie, elle est d'abord en ce moment très très confuse. On ne sait pas où elle va exactement. Est-ce qu'il y a une logique dans la démarche du pouvoir vis-à-vis des États européens? Vis-à-vis des États européens, je dis de tous les États européens, aussi bien dans la sphère de l'Est qu'en Europe ou bien à l'Ouest exactement. Et ce pouvoir, vous le voyez comment? Les ministres sont présents, enfin, ça bouge quand même, on va dire, mais est-ce que réellement il y a un projet? On revient toujours sur cet angle légitimité, ce projet politique. Est-ce qu'il y a une réelle stratégie diplomatique? Moi, je ne vois pas de construction logique dans leur démarche. Personnellement, je ne vois aucune construction logique dans leur démarche jusqu'à présent. Ce qui saute aux yeux, c'est la relation avec le Maroc. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, un pays comme l'Algérie puisse entretenir d'aussi mauvaises relations avec son voisin frontalier? Ça sort de toute espèce de logique, ça. Ça sort de là où nous avions intérêt à entretenir d'excellentes relations avec les Marocains. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé les embêter avec des manœuvres militaires à leurs frontières pendant des années et des années. Un jour, ils ont opté pour le loup-garou, c'est-à-dire pour Israël, et puis voilà, nous l'avons à nos frontières. Vous pouvez agir, allez-y, hein, je vous laisse. Moi, je ne vais pas dans des conclusions comme celle-là, c'est-à-dire quand on situait la géostratégie, je renvoie sur la géopolitique. Il y a bien sûr des enjeux liés aux ressources naturelles, il y a des intérêts et des conflits d'intérêts surtout, que ce soit dans le voisinage, notamment avec le Maroc. Maintenant, quand c'est exploité par des puissances qui essayent de tout verrouiller, c'est-à-dire notre géostratégie, il faut qu'on soit bien dans notre repère à nous, Algérie, tel qu'on est. L'Algérie est un grand pays et nous n'allons pas nous plaindre de ces dimensions d'être un très grand pays. Ce n'est pas un inconvénient. Le nombre de pays frontaliers n'est pas énorme. Maintenant, pour les relations qu'on a avec le Maroc, on laisse les Marocains se débrouiller dans leur... Il faut bien que... Vraiment, moi je suis pour cette vue que les Algériens s'occupent de l'Algérie pour qu'elle bascule démocratiquement, que les Tunisiens s'occupent de la Tunisie pour qu'elle bascule démocratiquement, et les Marocains pareil, et tous les autres peuples d'Afrique. Parce qu'avec un basculement démocratique, il y aura convergence nécessaire. L'étoile nord-africaine est brillante, même si elle s'éloigne de plus en plus. Si on fait comme cela, donc au lieu d'aller dans un fonctionnement que je dirais du tac au tac, être pour l'Algérie, ou pour le Maroc, ce n'est pas le cas. On est dans la géopolitique et donc il est important de situer les choses. Le but, c'est pas d'être pour l'un ou l'autre, c'est surtout un peu d'essayer de comprendre. Alors quand on parle d'Algérie et sur les rapports, on parle du pouvoir. On va écouter ici, je vous donne la parole juste derrière, on va écouter ici le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui parle vraiment d'une puissance politique, économique, stratégique, idéologique pour l'Algérie. Il dit clairement que l'Algérie n'est pas un pays aligné, qu'on ne rentre pas dans les conflits et qu'on est un pays neutre. الجزائر دولة نافذة في افريقيا وفي العالم العربي وفي البحر الابيض المتوسط. الجزائر قوة اقتصادية، قوة سياسية معروفة. احنا باش طمأنا اصدقاء الامريكان باللي ماناش خصوم تاعهم. سياسيا ايديولوجيا غير منحاز. لا معاهم ولا مع غيرهم. باش
ندخل في نزاع معاك ولا مع غيرك ولا ما ندخلش. أنا عدوي الحالي هو عدم التنمية. Voilà, vous venez d'écouter ici le président algérien qui est clair, hein, qui dit que c'est un pays détaché, pas aligné, souverain. Il y a une réelle puissance au sein du pouvoir politique et du pouvoir économique. Oui, non aligné. Bon, ça a été le principe de l'Algérie des années 70 et peut-être même 80. Mais là, il vient de s'en souvenir. Désolé, mais il vient de s'en souvenir après avoir projeté des manœuvres communes avec la Russie aux frontières du Maroc. Et comme il y a eu quelques contretemps qui l'ont fait renoncer à cela, maintenant il dit « Ah non, nous sommes un pays non aligné ». La formule, elle est un peu trop facile, je trouve. Elle est un peu trop facile. Il faut de la cohérence, effectivement. La géostratégie, c'est quelque chose dont dépend le devenir d'une nation. Donc, il faut peser tout ce qu'on peut dire dessus. Absolument. Et il faut qu'on se remette dans les repères à notre échelle et notre situation réelle. Quand on a évoqué les cas de frontières, l'Algérie, elle est une et indivisible, et ça, plus personne ne doutera de ça ou essayera de diviser les Algériens sur cette considération. Ça veut dire qu'on est dans l'État-nation Algérie. Nous sommes dans une unité sociopolitique certaine, mais il faut la matérialiser. Nous appelons à libérer l'Algérienne et l'Algérien. Parce que nous sommes dans la situation de ce basculement démocratique, nous sommes même les protecteurs de notre armée. Parce qu'il ne faut pas oublier dans la géostratégie, en particulier sur le voisinage, ou même au-delà d'une mer, il y a beaucoup de considérations militaires. Absolument. Et sur les considérations militaires, nous ne sommes pas sur ce plateau pour en débattre. Car LFPA, moi-même, et je crois que vous acquiescez, on n'est pas là pour débattre de ces éléments sérieux, car tout pays démocratique, tout pays jaloux de sa souveraineté ne débat pas de cela à la légère. C'est traité là où il faut. Or, nous ne sommes pas en poste, et même quand on est en poste adéquat pour les considérations militaires, nous sommes tous protecteurs de notre armée dans ce cas de figure. Et justement, même quand on est en poste, même les gens qui sont au pouvoir ne peuvent s'aventurer à dire n'importe quoi sur le sujet. Donc nous laissons cela dans une Algérie qui bascule démocratiquement pour évoquer ce genre de considération. Quand bien même nous avons des constats malheureux sur certains passages. Par contre, nous pouvons influer sur les éléments adjacents et qui contribuent à fortifier l'État algérien, à lui permettre à la fois d'être crédible à l'extérieur et d'être fort. Par exemple, parlant de la diaspora. C'est pour ça que on s'accentue vraiment sur le pouvoir. C'est vraiment des questions précises que je vous pose. Oui. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaye, vous parlez effectivement du peuple, on essaye vraiment de comprendre aujourd'hui les dirigeants de ce pays. Oui. L'Algérie est une puissance, on l'a bien compris, en tout cas avec tout ce qu'elle possède. Est-ce que réellement ces personnes qui dirigent ce pays peuvent demain permettre à l'Algérie d'avoir une réelle puissance économique? On voit, parce que tout ça, on le visionne sur le terrain, notamment auprès du peuple. Pendant qu'on échange, on va regarder cette vidéo. Je vais demander à l'équipe en régie de nous la diffuser. On va garder la parole. C'est le responsable de la sécurité, Nikolai Patrouchev précisément, secrétaire du Conseil de sécurité. Voilà, les images vont arriver pendant que je vous parle. On va apercevoir ici notamment le chef d'état-major, d'ailleurs Saïd Chengleha, qui dit 2-3 mots en russe apparemment, qui a reçu précisément lundi au siège de l'état-major de l'armée algérienne, donc Nikolai Patrouchev, qui est le secrétaire
Conseil de sécurité de la Fédération de Russie pour effectuer une visite des échanges. Voilà ce qu'ils disent, l'état de la coopération militaire entre les armées des deux pays et les moyens de son renforcement. Et ils ont échangé les points de vue sur des différentes questions d'intérêt commun. On connaît aujourd'hui effectivement la relation qu'il y a entre les deux pays, notamment autour de l'armement avec la Russie. En 2021, sachez que les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 3 milliards de dollars. Messieurs, une question précise. Aujourd'hui, il y a cette relation avec la Russie, qui n'est pas d'aujourd'hui, notamment en termes d'armement. On notera aussi que cette semaine, le ministère des Affaires étrangères, mais déjà vendredi dernier, le président Tebboune a annoncé clairement que l'ouverture de l'ambassade algérienne à Kiev. Cette Russie, aujourd'hui, on peut dire qu'elle s'isole de plus en plus. Vladimir Poutine, en tout cas, les relations avec les États sont de plus en plus complexes. Il s'isole un peu plus, on l'a écouté dernièrement. Comment cette Algérie, aujourd'hui, elle peut ménager, j'ai envie de dire, le chou et la chèvre? D'un côté, son ambassade à Kiev, de l'autre côté, elle est avec la Russie, mais elle doit aussi quand même garder des contacts avec la France, avec certains pays occidentaux qui n'ont pas du tout adhéré au comportement de la Russie vis-à-vis, et c'est le cas toujours, vis-à-vis de l'Ukraine. Non, mais je crois que dire que l'Algérie aurait une position géostratégique, enfin, entretient une velléité géostratégique dans ce qui se passe actuellement dans le monde, ça prêterait un peu à sourire, parce qu'on a vu comment, au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, comment l'Algérie s'était absolument rangée du côté de la Russie, et puis ensuite s'est fait tirer l'oreille par Anthony Blinken, ministre secrétaire d'État américain. En plus de s'être fait tirer également l'oreille par Macron et d'autres pays d'Europe. Bon, maintenant, ils reviennent à de meilleurs sentiments en disant que oui, que l'Algérie est un pays non aligné, etc., etc. Mais bon, mais ce n'est pas sérieux. Franchement, je trouve pas ça très, très sérieux. Parce que l'Algérie, à l'origine, avait une conduite de pays non alignés. Elle a prêché le non-alignement à l'époque de Boumediene et même de Chadli. Benjedid, et même à l'époque un peu de Bouteflika. Mais ça, pourquoi? Parce que vous savez, la révolution algérienne, comme tous les mouvements de libération dans le monde, toutes les nations qui ont aspiré à l'indépendance dans le monde, qui ont mené un combat pour leur libération, vous savez, ils ont fait l'objet d'un fait, c'est-à-dire notamment ils ont été l'objet justement de chamailleries de la part par la confrontation Est-Ouest. Ils ont subi cette confrontation Est-Ouest. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que s'est nourri le non-alignement. C'est de là que s'est nourri le non-alignement en Algérie, l'idée du non-alignement en Algérie. D'ailleurs, ça remonte à la conférence de Bandung. On sait quelle a été l'influence de la confrontation Est-Ouest sur la révolution algérienne, et notamment sur à propos de l'assassinat de nombre de moudjahidines algériens, notamment Abba Ramdan, qui a été l'une des premières victimes justement de la confrontation Est-Ouest. Et là, c'était pas un peu comme ça, c'est-à-dire c'était pas l'improvisation. Ce n'était pas de l'improvisation. On savait ce qu'on voulait, on savait où on allait. Mais après, depuis quelques années, c'est-à-dire depuis l'arrivée de M. Tebboune, là, c'est un peu confus. Moi, personnellement, je me posais des questions quand il parlait d'organiser des manœuvres avec l'armée russe, etc. Là, je tombais des nues. Derrière. Est-ce que c'est simple aujourd'hui c'est vrai qu'on le rappelle, le président algérien s'était abstenu, l'Algérie s'était abstenue notamment sur les résolutions de l'ONU concernant le positionnement de la Russie, les attaques russes contre l'Ukraine qui, je le rappelle, ont commencé le 24 février 2022. Est-ce que ce président, ce pouvoir politique
ou militaire? Parce qu'on va se poser cette question après. Est-ce que le fait, vous dites clairement qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de etc. Est-ce que c'est pas qui aussi prend part des choses? Parce qu'on a vu chef d'état-major Saïd Chengriha, je vais vite, qui à un moment donné prend part, reçoit des ambassadeurs, reçoit des hommes politiques, qui est venu en France aussi. Et le mélange de genres, c'est pas bon. Mais sur le registre militaire à nouveau. Sur le registre militaire, il y a la quantité, il y a la qualité et il y a tous les enjeux et tous les détails opérationnels, tactiques, et donc ça découle de la stratégie correspondante. Je ne me prononce pas dessus du tout. C'est si clair que ça. En revanche, sur tout ce qui relève notamment sur les propos de Tebboune ou de toute personne, même quand Chengriha se déplace en France et est reçu, bien sûr qu'il est légitime que les Algériennes et les Algériens se posent des questions. Donc, pour revenir à notre échelle, on peut parler de ce que l'Algérie a raté sur cette période, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors quoi, par exemple, quand on dit l'Algérie, bien évidemment, on parle des personnes qui dirigent. Quoi, je posais cette question à l'instant, je vous la repose, elle est précise. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un manque dans le positionnement de l'Algérie vis-à-vis de la Russie, l'Europe d'un côté, et puis en plus, on va écouter tout à l'heure aussi Emmanuel Macron qui revient sur l'affaire Amira Bouraoui, sans la citer. Est-ce qu'une militante politique qui doit fuir son pays doit aussi générer une crise diplomatique comme l'a généré l'Algérie? Je peux finir les phrases, oui, je vous en prie, bien sûr. Merci. Donc, par exemple, pour Amira Bouraoui, citoyenne, militante mais citoyenne, diplômée, médecin, elle est engagée, elle a un tempérament. Mais alors, un citoyen a le droit naturel de contester un pouvoir. C'est ce qu'elle a toujours fait. Oui. C'est arrivé avant le Hirak, qu'elle nous dise déjà, vous les politiques. Elle ne se sent pas femme politique. Elle est militante, elle est médecin, elle veut vivre et elle a le droit de s'exprimer. Donc c'est quand même malheureux parce que sur ça, la France a dit, voilà, il y a un passeport français, je ne veux pas rentrer dans ces considérations. Donc je voulais défendre une citoyenne militante qu'on accuse de je ne sais quoi ou manipulée. Nous ne sommes ni guidables ni manipulables. Bon, on peut échanger. On va écouter. Alors allez-y, je vous laisse finir. Par contre, justement, le propos en parlant de géostratégie et de ce que je considère comme un manque, c'est que parce que sur ça, on a parlé d'intérêt. Quand on parle de géopolitique, on parle d'intérêt. On n'est pas menacé de guerre directement. Quand bien même, ça je peux le citer, on en tient fortement compte, au-delà de ce qui relève du domaine militaire, d'où d'ailleurs des alliances peut-être, avec notamment la Russie, parce qu'il fallait bien répondre à cette alliance du Maroc avec Israël, ce qui ne va pas du tout. À rappeler que quand on parle du problème de l'Ukraine, il y a d'autres problèmes dans le monde. Il est vrai que les manquements, c'était... Qui ne sont pas perçus de la même manière, même pour l'Algérie, mais bon. Alors, justement, sans nous éparpiller, on va rester centré sur ces considérations sur les manquements. Bien sûr que c'est naturel qu'il y ait une ambassade algérienne à Kiev. Je crois que ça va de soi. Politiquement parlant, ça va de soi. Après, qu'est-ce que l'Algérie aurait pu gagner, puisqu'on parle d'intérêt, économiquement, sur... Ou est-ce qu'elle pourrait gagner, en tout cas aurait pu déjà, mais on va dire mieux vaut tard que jamais, mais par contre les données changent tous les jours. Et c'est une course, parce que d'ailleurs c'est ça les enjeux géopolitiques. Je défends mes intérêts, mais les autres aussi défendent leurs intérêts. On trouve un intérêt commun ou complémentaire, à rater une opportunité de booster la production algérienne. Mais par qui ? Par les compétences algériennes, en libérant le peuple algérien à nouveau, en se montrant écologique, en captant la sous-traitance en Algérie, en permettant, on peut capter même les capitaux à l'international, chose qu'on fait de façon très réduite pour le moment. Donc ça, on aurait pu gagner. On aurait pu conforter
mais ça, c'est la légitimité qu'il donne, ça ne s'achète pas. Quand il y a un gouvernement légitime, quand il y a des élections transparentes et qu'il y a représentation du peuple, eh ben, il y a toute la force derrière pour être, par exemple, conciliateur. Et la position à ce moment-là de dire non aligné aurait eu tout son sens. D'ailleurs, on a un responsable koweïtien qui s'est exprimé en disant comment l'Algérie peut être médiatrice entre un exemple précis sur l'énergie. l'Ukraine. Je reviens à vous dans un instant. Oui. Comment peut-elle être médiatrice entre l'Ukraine et la Russie alors qu'elle est parfois pas capable d'avoir des relations courtoises et diplomatiques avec ses voisins. On va écouter ici donc Emmanuel Macron en début de semaine. C'était à l'Élysée une grande conférence, une grande réunion autour de l'Afrique. Il parle ici notamment du cas algérien. Quant à l'Algérie, je sais pouvoir compter sur l'amitié et l'engagement du président Tebboune. Nous avançons là aussi. Il y a eu une polémique sur le retour en France d'une franco-algérienne depuis la Tunisie, avec aussi beaucoup de choses qui ont été racontées et discours en quelque sorte qui s'est construit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ce qu'on fait depuis des années maintenant avec l'Algérie ne réussisse pas. J'ai un message très simple. Je vais continuer. Ce n'est pas le premier coup de grisou. J'en ai déjà eu. Mais il faut continuer là aussi, humblement, pragmatiquement. On a fait un énorme travail sur la mémoire, on va le continuer avec nos jeunesses. On a fait un très gros travail sur le plan économique et militaire. Pour la première fois depuis 1962, nous avons eu, en août dernier, Algérie, une réunion avec les deux présidents, les ministres de la Défense, les chefs d'état-major. Le chef d'état-major algérien est venu pour la première fois depuis 1962 à Paris. C'est des signes. Il y a une jeunesse qui veut, en France comme en Algérie, qu'on fasse davantage sur la culture, sur le sport, sur l'économie, qui veut des échanges universitaires renforcés, etc. C'est ça qu'on va... Et puis après, sur la question aussi des mobilités, j'ai souhaité qu'on avance. La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a confié une mission sur la question des visas pour qu'on ait une politique plus claire, plus forte, parce que je pense qu'il faut assumer un discours sur ces sujets-là de lutte contre l'immigration clandestine et de responsabilité, mais il ne faut pas que ça impacte les étudiants, les artistes, les familles qui ont leur destin partagé, donc on doit mieux s'organiser. On vient d'écouter donc Emmanuel Macron, président français, sur sa politique africaine, d'ailleurs, avant de se rendre en Afrique. Bon, il n'a pas cité Amira Bouraoui, mais c'est une question précise. Par exemple, entre ces deux pays, on parle souvent, enfin, ces deux chefs d'État parlent souvent d'amitié entre eux, mais quand on veut réellement avoir des intérêts pour le développement d'un pays, dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, l'un va sans l'autre. Est-ce qu'on parle plus d'amitié entre messieurs Tebboune et messieurs Macron ou peut-être d'autres présidents, ou est-ce qu'on parle de relations vraiment bilatérales entre deux États réels? Et puis une deuxième question qui se pose, on connaît les relations qui doivent être importantes entre ces deux pays. Comment est-ce qu'un président algérien, pour un simple cas, parce que malheureusement, il y en a des milliers d'Algériens et d'Algériennes qui sont contraints de quitter l'Algérie, est-ce que ça crée tout un conflit diplomatique? Vous savez... Alors je vous laisse réagir sur ça. Vous savez, M. Chaban, je voudrais juste un petit intermède. Je vous en prie, quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que l'Algérie est en train d'installer son ambassade en Ukraine. Moi, j'ai toujours pensé que l'Algérie a toujours eu une ambassade en Ukraine. Pourquoi? Le retour. Ça a été fermé pendant le démarrage du conflit. Je pensais que l'Algérie n'a jamais arrêté ses relations avec l'Ukraine, du fait même que l'Algérie importe pratiquement la quasi-totalité de ses céréales de l'étranger. Donc, et ça se pose un peu là, c'est-à-dire ne pas avoir de relations avec le plus grand producteur européen de céréales. Bon, ça maintenant je l'ai dit. Maintenant pour le reste, pour ce qui est de la relation entre l'Algérie et la France, notamment par le biais de l'incident qu'il y a pu y avoir, que je qualifie d'incident léger, normalement c'est même pas une affaire concernant Madame Bouraoui,
Mais c'est quoi alors, excusez-moi, il est perché ce pouvoir, on est en pleine période de relations importantes, on a un ministre, un bureau ministériel qui s'est réuni en Algérie avec Elisabeth Borne, 16 ministres, et on a un pouvoir algérien qui décide de créer une crise diplomatique pour effectivement, voilà. Il semblerait qu'il a perdu la face. Il a perdu la face suite à l'affaire Amira Bouraoui. Une opposante, enfin une femme qui n'est pas d'accord, et elle a raison de ne pas l'être, qui leur fait faux bond, qui sont là où il pensait, c'est-à-dire agir un peu comme le chat avec la souris, avec sa proie. Ça, il la laisse partir et puis il la rattrape. Là où il pensait la mettre en prison définitivement et la réduire pour la réduire au silence. Non, elle leur a fait faux bond et ils ont perdu la face devant tous les Algériens. Devant pratiquement tous les Algériens. On ne parle pas, c'est-à-dire dans la sphère internationale. Non, la sphère internationale, elle s'en fiche éperdument. Mais devant les Algériens, ils ont perdu la face. Et, du moins, ils estiment avoir perdu la face. Parce que normalement, c'est un non-événement. C'est absolument un non-événement. Et là, ils ont eu une réaction totalement intempestive, celle de rappeler l'ambassadeur algérien en France. Mais pourquoi? Pourquoi le rappeler? Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un pouvoir où on parle depuis maintenant quelques minutes de stratégie pour que le pays puisse se développer, qui est vraiment une logique voilà, de cette jeunesse à un moment donné qui se retrouve et que ce pays se retrouve sur la scène internationale. Qu'est-ce qui lui prend à ce pouvoir de créer? Alors pour Emmanuel Macron, il ne l'évoque pas du tout, bien au contraire, mais à l'heure actuelle, on sent tout de même, d'ailleurs les deux présidents ne se sont pas entretenus pour l'instant. Alors on peut critiquer les deux, hein. Sur les propos de Macron je vais revenir, mais d'abord par rapport à la décision de rappeler l'ambassadeur, c'est quand même, ça devient ridicule, on le rappelle, on refait. Et puis revenir à la douce, non, on veut des éclaircissements, parce que c'est pas sérieux. Les relations ne sont pas convenables entre l'Algérie et la France. Ce que Macron dit là dans le propos que vous venez de passer, il parle donc d'avancées. Nous, on ne voit pas de résultats qui découlent ou un déploiement suite à des réunions oui, mais est-ce que les Algériens, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que les Algériens et les Algériennes n'attendent pas surtout des résultats et des actions depuis 3 ans de leur président? Justement. Alors, les relations entre la France et l'Algérie, vues de France. Nous, Algériens en France, nous connaissons la mentalité des ingénieurs français. Nous connaissons les entreprises françaises. Et tel que c'est parti entre Tebboune et Macron, ça n'apportera rien du tout, comme par le passé. Il faut donc changer de logiciel pour cette relation. Relation saine déjà, et convenable, parce qu'il y a nécessairement relation, puisqu'il y a 6 millions d'Algériens, d'Algériennes et d'Algériens qui vivent en France. Les étudiants, j'ai tout récemment participé à une rencontre de cadres algériens, où les étudiants aussi ont été conviés. Et puis, je me suis documenté, j'ai vu que les étudiants subissent l'impossible avec les préfectures en France pour le renouvellement du titre de séjour. Ils n'arrêtent pas de galérer. Quand Macron dit que pour les relations... Alors, les relations, là, on parlera ensuite ce qu'on appelle fuite de cerveau. J'aime pas les anglicismes. Je parle en français, c'est une langue. Nous la maîtrisons bien, donc nous utilisons cela. Ça n'empêche que nous pensons algérien, qu'on le dise stmazirt ou en arabe, les 2 langues nationales et officielles à venir, dans l'avenir, mais qu'on soit préparé, qu'on ait les capacités langagières à cet effet. Pour le moment, nous nous exprimons en français. Cette parenthèse étant fermée, donc ce qu'on appelle fuite de cerveau, en fait, dans l'anglicisme, elle est plus représentative parce que c'est une captation par les puissances occidentales, notamment la France. Et le comble, c'est que, mis à part des situations très particulières, donc dénombrables, faiblement dénombrables d'ailleurs, tous les autres cadres algériennes et algériens occupent des postes subalternes. C'est à nouveau
l'immigration, c'est la couche d'immigrés ou ce qu'on appelle réussite issue de l'immigration, mais c'est des jeunes qui potentiellement, si les conditions en Algérie devaient changer dans un état de droit libre et démocratique, resterait en Algérie pour... non seulement resterait en Algérie, mais ferait de l'Algérie justement ce pays qui se développe. Ce que Macron dit aussi, c'est qu'il ne sait pas pour cet incident. Pour cet incident, il a dû glisser aussi qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas ce qui se passerait dans une ambassade française, notamment celle en Tunisie. Non, ce n'est pas si clair que ça. En fait... ce qu'il dit clairement, c'est qu'il dit malgré cette situation, en tout cas ce sont ses mots, après, en tout cas ce qu'il dit clairement, c'est qu'on avance, à l'inverse du pouvoir algérien qui à un moment donné a créé toute une crise. Dernière, vous allez réagir, hein, scandale de Bach, il nous reste, je vois pas très clair, il nous reste, voilà, il est 19h46, il nous reste quelques minutes, vous allez réagir sur ce que vous avez entendu, bien sûr, et puis peut-être une des dernières réactions de votre part, est-ce que si demain l'Algérie avait réellement... était prête, avait les compétences, les capacités. Est-ce qu'elle pourrait honorer ses engagements? On a dernièrement le président algérien qui avait évoqué une ligne électrique sous-marine pour notamment alimenter l'Europe en termes d'électricité. Est-ce que réellement on a aujourd'hui en Algérie ce pouvoir abattu à les compétences? Franchement, là, il galège un peu, comme disent les Marseillais. Hein. D'abord parce que l'Algérie n'a pas les moyens d'aider un pays comme l'Italie. Je me rappelle quand il a dit ça, c'était vis-à-vis de l'Italie, il disait que nous étions en mesure de fournir de l'électricité à l'Italie, ce qui est une aberration franchement pure et dure. Alors on rappelle qu'il y a des soucis d'électricité encore en Algérie, dans plusieurs foyers. Il y a non seulement des soucis d'électricité, mais l'Algérie ne peut même au complet de ses capacités, au total de ses capacités, dans ses capacités totales, elle ne pourrait même pas, c'est-à-dire alimenter 1% de la demande en énergie de l'Italie. Attention, l'Italie, ce sont des réseaux ferroviaires, électrifiés. D'ailleurs, vous savez, à l'époque, j'ai essayé de voir, quand il a dit ça, j'ai essayé de voir quelles étaient les capacités de l'Italie. Il n'y a pas moins de 8 centrales nucléaires. Et je ne parle pas des centrales nucléaires qui ont été arrêtées pour des considérations un peu politiquement correctes vis-à-vis des écologistes. Mais elles fonctionnent actuellement avec 8 centrales nucléaires. Est-ce que l'Algérie disposerait au moins d'une centrale nucléaire pour... Ça, c'est vraiment une aberration. Et c'est un peu de la fuite en avant, je crois. Pour le président algérien, on l'évoquait, enfin nos invités l'évoquaient mardi dans le cadre de cette crise des syndicats, par exemple, et encore hier soir, il y a quoi? Il y a le monde du pouvoir, il y a le monde des Algériens? Alors là, je veux déjà compléter les éléments sur l'énergie, mais c'est les Algériens. Alors l'Algérie produit, mais c'est à 99% à partir de pétrole et de gaz. Donc en production d'électricité, en Algérie, la production totale s'élève à 80 TWh. Un pays comme la France en fait 500. Donc 6 fois plus au moins. Pour l'énergie, justement, l'Allemagne, avec sa position et demandeuse d'énergie électrique notamment, le projet solaire qui n'a pas pu se faire, eh ben, si on laissait les Algériens avec leurs compétences aller de l'avant dans un pays, je reviens toujours au point de départ, dans la liberté, dans la transparence, où on ne va pas en prison pour avoir exprimé son opinion. Exactement. Eh bien, à ce moment-là, avoir un contrat avec l'Allemagne, il faut faire des études sérieuses. On pourra développer davantage la démarche, parce que nous avons des propositions pour l'Algérie de demain. L'alternative existe. Qu'on nous donne la possibilité de l'exprimer. Et bien à ce moment-là, l'Algérie d'ailleurs gagne dans la conjoncture actuelle. Imaginez si on avait lancé ce fonctionnement en partenariat avec l'Allemagne, avec les compétences algériennes présentes bien sûr. Et bien là, on aurait pu parler de conduite d'électricité vers l'Europe. Je ne voulais pas vous interrompre pour parler de la relation entre la France et l'Algérie. Oui, bien sûr, c'est le sujet. De la colonisation.
elle date de bien avant la colonisation. Le premier traité a été signé entre le Dey d'Alger et François Ier. Premier traité de défense mutuelle. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez qu'à Alger, avant la colonisation, on parlait déjà le français, presque couramment. Oui. On parlait déjà également un mélange d'arabe, de berbère, de turc, d'espagnol. À la Qala, oui. À l'est de Annaba, plusieurs siècles. De turc, mais également de français et d'italien. On appelait ça le sabir ou bêche de mer. À l'époque, la langue, elle était portée par les marins. Oui. Elle était importée par les marins. C'est pour ça que je citais la cale. Hein, et vous savez qu'il y avait des commerçants algériens qui étaient déjà installés à Marseille, bien avant la colonisation, des siècles avant la colonisation. Naturellement. L'Algérie est plusieurs fois millénaire, contrairement à ce que dit Macron d'ailleurs. Absolument. Et c'est pour ça que la relation, elle aurait dû être infiniment plus profonde. Oui. Infiniment. On aurait dû, c'est-à-dire moi j'aurais pensé peut-être à une sorte de fédération avec la France. Une fédération maghrébine avec la France, qui aurait été bénéfique pour nos pays. Mais au lieu de ça... Un autre pouvoir peut-être. Pardon ? Peut-être avec un autre pouvoir dans les années à venir. Sûrement, oui, bien sûr. Un reproche clair pour le pouvoir de fait en Algérie. Je peux ? 20 secondes, il reste 20 secondes. Pour le pouvoir, un reproche clair, net et précis. Pour la diaspora algérienne, ce que j'ai vu des cadres algériens mal établis en France, ce que j'ai vu des étudiants algériens en France et des sans-papiers, de tout le reste, c'est à l'Algérie de prendre en charge. C'est à l'Algérie de décliner une politique. Merci infiniment à tous les deux. Abdelaziz Oudali, merci, militant politique, journaliste et militant avec nous ce soir. Eskandar Debache, merci l'équipe en régie. Dans quelques instants, l'édito de Jameldine Benchenou. Bonne soirée à tous.